Bien, bonsoir et merci à tous d'être présents ce soir. On va évoquer un sujet particulier puisqu'il s'agit de la question de ce qu'on appelle la tranquillité publique, qu'on peut appréhender comme un sujet complexe. Je ne sais pas si c'est le cas, mais peut-être à la fin de la séance, on aura un éclairage. Alors, on va faire cet échange autour de la question de la tranquillité publique avec Gilles Nicolas, qui est adjoint au maire de Nantes, en charge de la sécurité. C'est, en tout cas, on peut penser que c'est un sujet difficile, qu'on a souvent du mal, en tout cas, à aborder sereinement, mais qui concerne la vie quotidienne des habitants de ce territoire. Quand on parle de sécurité, on n'a pas de difficulté à évoquer celles qui concernent l'emploi, le social, l'alimentation, les technologies. D'ailleurs, on a un groupe qui travaille sur ces questions de sécurité au sein du Conseil. Mais dès qu'il s'agit de sécurité physique des personnes, le débat est souvent plus difficile et il se nourrit alors d'irrationnel ou d'exagération ou même de refus d'échanger. Le Conseil de développement a donc souhaité recevoir Gilles Nicolas pour recueillir le point de vue d'un élu confronté tous les jours à la demande sociale en matière de tranquillité publique. L'objectif de la séance, c'est de fournir à chacun les éléments de compréhension des problématiques de la tranquillité publique. De quoi parle-t-on ? Que recouvre cette expression de tranquillité publique ? Vous savez que le Conseil de développement attache une importance particulière au mode de vie et à l'évolution des comportements sociaux, dont l'influence peut se révéler majeure pour la construction des politiques publiques. On aura un éclairage ce soir particulier sur certains modes de vie et certains comportements sociaux. Donc on souhaiterait, dans la mesure du possible, avoir à la fois un état des lieux, ici bien sûr, et maintenant, et puis peut-être quelques éléments de prospective, dans la mesure où on peut en faire, sur ce sujet, à l'horizon 2030, qui est celui du nouveau projet de territoire sur lequel on travaille. Comme d'habitude, nos échanges se déroulent dans un climat d'écoute réciproque et d'échanges constructifs. C'est la condition du dialogue utile. Merci à tous de respecter ces règles. Et je vais remercier en votre nom d'ores et déjà Gilles Nicolas d'avoir accepté de venir ce soir nous exposer cette question. Et je vais lui passer tout de suite la parole. Très bien. Bonjour à tous. Donc moi, c'est toujours avec plaisir que je viens parler des... Collez un peu plus le micro, si vous voulez bien. Oui. C'est toujours avec plaisir que je viens parler des problèmes de sécurité, parce que, comme l'a dit le président, je veux dire, d'une certaine manière, ces problèmes-là sont mal abordés parce que trop médiatisés, ou abordés sous l'angle médiatique et du sensationnel. Et déjà, je pense que c'est une mauvaise chose que d'aborder ces questions-là sur le strict côté émotionnel. Et bien souvent, l'opinion publique ou même les décideurs se préoccupent plus de la question émotionnelle sur ces questions-là pour les traiter plutôt que de traiter les questions au fond. Et malheureusement, ces dernières années, on a été beaucoup dans l'émotionnel. L'émotionnel a souvent créé une politique de communication pour réagir aux problèmes d'insécurité que vivaient les habitants. Et pas toujours pour les traiter au fond, mais pour les traiter sous un angle très parcellaire, c'est-à-dire de réagir à ce que pouvait penser l'opinion, ou ce qu'on croyait que pensait l'opinion, des fois par beaucoup de textes, peu de moyens, et des affichages insuffisant à mon avis pour contenter la demande sociale de sécurité. Alors je ne vais pas faire un bilan des 10 dernières années, ce n'est pas l'objet, mais au cours de ce que je vais dire, de ce qu'on fait sur Nantes et comment je vois la place d'une collectivité locale en matière de tranquillité publique et de sécurité, je ne pourrais pas séparer ce bilan de ce qu'on peut faire dans une collectivité et de ce qu'on pourrait faire demain. Je n'attendrai pas 2030 parce que j'espère que demain, les règles changeront quelque peu en la matière. Alors, comment je vois les choses et comment la ville de Nantes voit les choses ces dernières années, depuis le début du mandat que j'occupe sur ces questions-là. Bien, nous, on s'est trouvé face à un État, puisque je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander qui
en début d'année, présente les chiffres de la délinquance. Ça n'a pas été le maire, ça n'a pas été Jean-Marc Ayrault qui a présenté les chiffres de la délinquance en chaque début d'année. C'est le préfet, c'est le procureur. Le maire n'est même pas présent lors de cette cérémonie, j'ai envie de dire, où on se satisfait des chiffres de la délinquance. Et pourtant, moi je peux vous dire que l'élu reçoit les courriers et les doléances des habitants. Mais c'est l'État qui, en définitive, a la majeure partie, la quasi-totalité des moyens en matière de protection des personnes et des biens. Il faut que ce soit bien présent dans toutes les têtes. C'est-à-dire que des fois, on s'adresse à l'élu, comme pour beaucoup de choses, mais en définitive, cette compétence est une compétence régalienne de l'État. Bon. Aujourd'hui, l'État et la municipalité sont du même camp. Mais avant, c'était pas tout à fait le cas. Mais c'est quand même, c'est une responsabilité étatique. Je vais donner un chiffre. La police nationale sur Nantes, c'est 1100 personnes. La police municipale, c'est 90 personnes. D'accord ? La compétence judiciaire de la police nationale au travers de la police judiciaire, de la sécurité publique, des compagnies républicaines de sécurité, sont des compétences judiciaires sur lesquelles on peut aller faire des enquêtes, mettre des gens en garde à vue, faire des auditions, etc. La police municipale n'a aucun pouvoir de police judiciaire. Donc déjà, on voit bien que ce soit en termes de moyens, en termes de nombre ou en termes de qualité et de compétences, on n'est pas du tout au même niveau. Donc comment une municipalité peut construire une politique de tranquillité publique ? Parce que c'est une préoccupation d'une municipalité. C'est une préoccupation d'une municipalité. Mais il faut qu'elle s'inscrive par rapport à cette règle du jeu. Par rapport à cette règle du jeu qui fait que les compétences judiciaires, les compétences administratives et les moyens opérationnels appartiennent à l'État. Alors moi, j'ai fait le pari de dire avec l'État, eh bien, cherchons à influer sa politique. Sa politique. Et donc, dans ce cas-là, ce que j'ai proposé, c'est contractualiser avec l'État dans un certain nombre de domaines. Et je vais en prendre 2-3 pour illustrer de la manière dont on a pu travailler avec l'État. Parce que l'État, ces dernières années, pour lui, il y avait une chose qui comptait, c'était la statistique. Toute réponse sur des questions de délinquance ou toute présentation sur les problèmes de sécurité se traduisait par un état statistique. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail. Au niveau de la police nationale, on a un état qui s'appelle l'état 4001. C'est un index de toutes les délits, les infractions qui peuvent se commettre. Et on dit, ben voilà, en début d'année, on dit, voilà, la délinquance a été réduite de 1,1%, etc. La délinquance est réduite depuis, etc. On peut donner ces chiffres-là, tout à fait. Mais moi, je vais prendre un index, par exemple, pour vous illustrer comment les choses peuvent se passer. Quand vous faites, par exemple, l'interpellation ce que j'appelle excusez mon jargon, un chiteux, c'est-à-dire un simple consommateur de cannabis, qu'on va pouvoir prendre si ce soir on a un équipage qui est place du Bouffay, il va interpeller un jeune, il va pouvoir en trouver un qui est détenteur de 2-3 grammes de cannabis, etc. Il va donc interpeller ce jeune-là, l'emmener au commissariat, il va écrire une petite procédure, un procès verbal, etc. Et il va relâcher la personne, parce que de toute façon, elle ne va pas être poursuivie, elle pourra peut-être avoir une obligation de soins. Mais ça compte pour un point, c'est-à-dire qu'il a constaté un fait et il a élucidé dans le même temps un fait. Mais on n'a pas réduit pour autant le trafic de stupéfiants. Mais pour le fonctionnaire, ça a duré l'opération 1 heure, 1 heure et demie, entre l'interpellation, la frappe du PV, etc. Si par contre je démantèle un trafic de stupes dans un quartier comme les Dervalières ou ailleurs, je vais employer plusieurs fonctionnaires, je vais utiliser des moyens techniques, je vais avoir des procédures qui vont être longues, c'est-à-dire qu'en termes d'heures fonctionnaires, ça va me coûter 1000-2000 heures fonctionnaires, je vais prendre beaucoup de soins, etc. Je vais démanteler un trafic, supposons que j'attrape un trafiquant.
eh bien, ça va me compter une affaire constatée, enfin, il y en aura peut-être plusieurs, une affaire constatée, une affaire élucidée. Donc avec cette politique de la statistique qu'on a menée depuis un certain nombre d'années, on peut dire que la statistique de la délinquance a baissé. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'on a fait surtout travailler les policiers ou la justice par rapport à la statistique. C'est-à-dire qu'il était plus facile d'attraper le chiteux, puisque ça comptait 1 et 1, que de démanteler un trafic de stupéfiants. Donc la statistique en tant que telle n'est pas une finalité, mais elle est devenue une finalité, parce que quand vous êtes évalué de cette manière-là, vous travaillez de cette manière-là. Donc revenons à notre sujet, comment la municipalité s'est inscrite par rapport à ça, c'est-à-dire qu'elle a clairement dit, vous avez choisi la politique de la statistique remplaçant la police de proximité. Moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je veux bien contractualiser avec vous sur un certain nombre de sujets. Et ces sujets-là, j'ai voulu les contractualiser au niveau d'un contrat local de sécurité. Contrat local de sécurité, je rentre un petit peu dans le détail. C'est un contrat donc passé entre l'État, la municipalité et la justice. Et j'ai dit, définissons ensemble des priorités. Les priorités, eh bien, je les ai définies par rapport à la demande des habitants, et en particulier des habitants dans les quartiers difficiles, qui, on peut le dire, comme un président le disait, c'était particulièrement insupportable. Et la première inégalité, c'est l'inégalité devant l'insécurité, mais à part le dire, après, il faut essayer de le traiter. Et donc, j'ai essayé de voir les problèmes qui pouvaient poser aux habitants le plus de soucis. Eh bien, on en a repéré, je vais prendre 3 exemples. Le feu dans l'habitat social, l'hyperalcoolisation et le deal de proximité. Vous voyez, on n'est pas sur des grandes thématiques statistiques, on est sur des choses très concrètes que vivent à des moments les habitants. Je vais prendre l'exemple de Malakoff, le quartier de Malakoff. Moi, quand je suis arrivé, le quartier de Malakoff, c'était en 45 incendies volontaires dans les tours. Donc, intervention des pompiers à 2 heures du matin, on évacue des tours, on évacue des familles, etc. Imaginez que là où vous habitez, etc., assez régulièrement, vous ayez des feux et qu'on vous évacue ça. Donc, il y avait un réel problème. Et on sortait d'un drame qui avait eu lieu à La Haye-les-Roses. On avait eu 44 morts. Donc, Jean-Marc Ayrault m'avait dit, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Mais j'ai dit, voilà, on a étudié le problème. Parce qu'à l'époque, l'État vous répondait une chose. Vous avez un problème de feu dans le quartier, mettez de la vidéosurveillance. Comme si la vidéosurveillance avait empêché quelqu'un à mettre le feu à une poubelle. Moi, je peux vous dire que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, on a dit, on va faire de la prévention. On a dit à l'État, on va faire de la prévention situationnelle, mais de la véritable prévention situationnelle. Et ça a été notre politique d'enfouissement des poubelles. C'est tout con, hein, on va pas excuser l'expression. C'est tout bête. C'est-à-dire que pour protéger la cible, eh bien, on l'enterre. À partir du moment où la cible est enterrée, c'est difficile de l'atteindre. C'est le b.a.-ba de la prévention situationnelle. Donc ça a été une politique systématique sur les différents quartiers, l'enfouissement des poubelles, première chose. Et là, la ville était, en première ligne, c'est-à-dire que c'est elle qui a mené cette politique d'enfouissement des poubelles. C'est pas la police, c'est pas la justice qui pouvait enfouir les poubelles. C'était nous, par cette politique volontariste. Mais pas en disant on va faire de la vidéosurveillance, parce que l'État demandait de la vidéosurveillance. Ok ? Alors, si vous voulez, je reparlerai de la vidéosurveillance par la suite. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, on a dit aussi, il faut sensibiliser la population, que ce soit les gamins, que ce soit les parents, etc., à ce risque de l'incendie dans l'habitat social. Donc on a fait avec les pompiers des opérations en bas des tours pour sensibiliser la population. C'était les pompiers qui le faisaient. Moi, je me déplaçais de temps en temps, ou mes services allaient avec les pompiers, etc., à sensibiliser sur le danger, sur le risque du feu dans l'habitat social. Et que ce n'était pas quelque chose d'anodin. En même temps, on distribuait des DEF, des détecteurs de fumée, etc. C'était une autre chose. On était dans de la prévention sociale. On n'était plus dans de la prévention situationnelle, on était dans de la prévention sociale.
En même temps, on menait des opérations, c'était le cas à Malakoff, hein, au collège Sophie Germain, des opérations de pompiers juniors. Donc ça, on a dit, voilà, là, on commence à construire un dispositif de prévention aussi bien situationnel que un dispositif de prévention sociale. Mais on a dit à l'État, vous faites quoi, vous, dans ce domaine-là? Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait 700 véhicules d'incendiés par an à Nantes. Et comme ça ne compte pas beaucoup dans les statistiques, c'est pour ça que je vous ai donné au départ ce que je pensais de la statistique, on avait 0 élucidation. Rien ne se faisait sur la lutte contre les incendies de véhicules. Donc j'ai eu un DDSP à l'époque, qui est parti maintenant à Rouen, qui était à l'écoute. C'est quoi des DSP, pardon, oui. Directeur départemental de la sécurité, faut pas hésiter. Directeur départemental de la sécurité publique, donc le directeur de la police de la sécurité publique, qui a été à l'écoute et qui a dit on va faire quelque chose. Ils ont créé une unité spécialisée, la CLIVA, la cellule de lutte contre les incendies de véhicules. Hein. Et donc, à partir du moment où ils ont créé une unité spécialisée, comme par enchantement, mais à partir du moment où on met des effectifs et on se met sur une problématique, on commence à la résoudre. Ils ont commencé sur les 700 véhicules. Cette année, je peux vous dire qu'on est à environ à 150, 180 élucidations. Avant, on était à 0. Donc, on a commencé à avoir une politique réelle sur une problématique particulière. Nous, on a joué le rôle en matière de prévention. La police a joué son rôle en créant une équipe spécialisée. Et puis la justice, je leur ai dit, dites donc là, quand vous avez des incendiaires, c'est quand même un peu criminel. Il faudrait peut-être vous occuper un petit peu quand la police sort des affaires, un petit peu à poursuivre, parce que c'est une réelle problématique. C'est toujours difficile à la justice de lui faire comprendre qu'elle doit agir sur un territoire, parce qu'elle est sur la théorie de l'individualisation de la peine. Et donc de faire comprendre qu'en même temps, il faut agir sur un territoire, c'est toujours un peu compliqué. Voilà un premier exemple, au travers du contrat local de sécurité, comment une municipalité volontariste peut influencer sur une politique d'État. Ça a été le cas pour ça. Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre le cas de l'hyperalcoolisation. Alors, on est confronté, j'ai envie de dire, à Nantes, mais pas qu'à Nantes, hein, dans toutes les villes françaises, dans toutes les villes européennes, puisque on a un programme dans le cadre du Forum européen, je suis vice-président avec la Commission européenne, donc sur ce qu'on appelle le binge drinking, hein, sur tout ce qui est la consommation excessive d'alcool, qui peut paraître, mais qui peut se terminer dramatiquement. On a eu plusieurs morts à Nantes. Des gens qui tombent dans la Loire, des gens qui se font électrocuter en gare à Banane, avec le réseau ferré de France, etc. Et donc à ce moment-là, la presse ou les médias en parlent sous l'angle un peu, on médiatise l'opération, mais ça ne suffit pas. Alors on s'est dit là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on peut faire sur cette question de l'hyperalcoolisation? L'hyperalcoolisation, je souligne, 30 à 40% de la délinquance de voie publique se fait sous l'effet de l'alcool. C'est l'effet de l'alcool, c'est ce qui peut arriver en matière de sécurité routière, mais ce qui peut arriver, ce qu'on appelle un peu le vol à la dépouille, hein, quand vous êtes bien fatigué, hein, imbibé. avec, voilà, bien imbibé, eh bien, faut pas croire, il y a des gens qui vous repèrent et qui peuvent plus particulièrement vous attaquer. Je ne parle pas des femmes, etc., qui peuvent avoir des relations sexuelles non consenties, etc. Donc, 30 à 40% de la délinquance de voie publique se fait sous l'effet de l'alcool. Et donc là aussi, on avait une réelle problématique au-delà des effets médiatiques quand on a un mort dans la Loire. Hein. Voilà. Là, pareil. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'État, à l'époque, vous répondait toujours, mais mettez de la vidéosurveillance. C'est le leitmotiv, j'en parlerai plus tout à fait tout à l'heure. Voilà. Là, une caméra, ça n'a jamais empêché quelqu'un de tomber dans la Loire. Là, pareil. Décliner le programme, c'est-à-dire on va faire de la prévention situationnelle. C'est quoi la prévention situationnelle? C'est tout bête. Hein. C'est que quand on est en bord de Loire, on met des garde-corps.
Ça empêche de tomber. Hein. Maintenant, si on monte sur le garde-corps et qu'on passe de l'autre côté, c'est ce qui s'appelle de la responsabilité individuelle. Donc ça a été la première chose, c'est-à-dire voir ce qu'on pouvait faire en matière de prévention situationnelle, mais ça ne s'arrête pas là. Ça a été aussi la mise en place avec la CEMITAN de transport dédié, j'ai envie de dire, au fêtard, avec ce qu'on a appelé la Luciole. Okay, la Luciole, c'est un bus qui, vers 4-5 heures du matin, sur certains parcours, vous pouvez monter dedans. Enfin, tout le monde peut monter dedans, mais plus particulièrement ceux qui sont bien imbibés qui montent. Donc, ce parcours, et à un moment, j'ai bien défendu sur le fait que la CEMITAN, on était un peu sur des histoires de coûts, qu'on garde cette Luciole. Donc ça a été de la prévention situationnelle. Pareil, il y a aussi prévention sociale dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a créé une équipe de veilleuses de soirée, enfin de veilleuses, parce que c'est majoritairement des femmes, mais il y a aussi maintenant des hommes, avec une association, avec financée en partie un peu avec l'ARS, qui était financée aussi l'Agence régionale pour la santé, et qui était financée aussi à un moment par le FIPD, le Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance. Quand on pouvait financer les moyens humains, on y reviendra peut-être. Mais là encore, pareil. Les fonds ont été consacrés à 80% à la vidéosurveillance, et c'est la ville qui a pris le relais par rapport à l'État qui s'est désengagé sur ses moyens humains pour financer ces veilleuses de soirée. Alors, c'est quoi les veilleuses de soirée? C'est des jeunes, parce que c'est compliqué aujourd'hui pour dire à des jeunes, il ne suffit pas que d'interdire, etc. Donc c'est des jeunes qui vont à la rencontre d'autres jeunes, qui parlent de leur gestion de soirée, qui disent qu'il ne faut pas laisser quelqu'un tout seul, que ceci, que cela, distribution de préservatifs, alcool-test, machin, etc. Donc, un travail donc avec les jeunes. Travail spécifique sur certains endroits, comme le hangar à bananes, qui nous posait problème à un moment, donc stand des veilleuses de soirée, etc., bar à eau et compagnie. Cette année, on est sur un projet avec des classes dans certains, pas collèges, mais collèges techniques, sur un clip vidéo fait par les jeunes eux-mêmes pour communiquer avec les autres jeunes sur la consommation excessive d'alcool et sur les risques qu'on peut avoir. Donc ça a été une autre mesure. Et puis j'ai pris aussi à l'époque, bien avant la loi Bachelot, l'interdiction des happy hours, des open bars dans Nantes, et puis sur certains lieux, un arrêté d'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique. Pas pour l'étudiant qui mange son sandwich et qui boit sa Heineken, mais pour des groupes qui des fois sont un peu agressifs avec l'alcool. Voilà. Là encore, une série de mesures qui au départ n'intéressaient pas du tout l'État, parce que statistiquement, tout ça, ça comptait pas. Donc ça n'intéressait pas. Et la préoccupation, j'ai envie de dire, d'une ville ou des habitants, dans le cas dans lequel j'ai parlé du feu dans l'habitat social ou d'hyperalcoolisation, ça, c'est des problèmes qui intéressent les gens et les habitants. Donc je dis par là même qu'une politique de sécurité, à partir du moment où elle ne tient pas compte du local, et si on pense hier comme demain qu'on peut traiter les questions de sécurité à Beauvau, les questions du quartier des Dervalières à Beauvau, et pas à Nantes, on se trompe. Donc ça veut dire très clairement, moi j'affirme aujourd'hui, que le préfet, le procureur, ils doivent se réunir avec le maire, et que ce soit le maire qui détermine la stratégie locale de sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il dirige les moyens opérationnels de l'État, mais ça veut dire qu'il fixe un certain nombre d'objectifs et qui demande à ses services de police et de justice que l'on vise à ces objectifs. Et dans le même temps, c'est quand même mettre un peu de démocratie dans les problèmes de sécurité, puisque le maire, il est élu par les citoyens, et que s'il est responsable d'une certaine manière de cette sécurité, il en rendra compte. Et que si on fixe des objectifs simplement pour saupoudrer et faire plaisir à toutes les catégories de citoyens sur ces problèmes-là, on se trompera parce qu'on ne pourra pas tout faire, et qu'il faut nécessairement déterminer des priorités. Donc voilà un peu déjà, moi, stratégiquement, comment je conçois
hier, donc c'était le contrat local de sécurité, d'influencer l'État sur le truc. Mais demain, je pense qu'il faut vraiment mettre le maire au centre des dispositifs et des stratégies. Parce que sans ça, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Demain, il n'y a pas de sous, on ne va pas recruter 10 000, 20 000, 30 000 policiers. C'est faux, toutes ces histoires-là. C'est faux. Même dans le programme de Hollande, il est dit qu'il n'en sera recruté que 5 000. Policiers, gendarmes et justice en 5 ans. Ça fait 1000 par an. C'est la justice qu'on a le plus ou moins. Même dans la ville du Premier ministre, on pourrait être favorisé, ce ne sera pas mon style de demander, ça ferait 10 policiers de plus. Avec 10 policiers de plus, on ne fait rien. Le problème, c'est pas là. C'est l'organisation, c'est comment on travaille et pourquoi faire. C'est fondamental. Et ce problème stratégique, tant qu'il ne sera pas posé, on ne progressera pas sur les problèmes de sécurité. Première chose. Après, je pense aussi qu'il nous faut développer des moyens nouveaux. Qu'il faut, à défaut d'avoir du financement, etc., il nous faut développer des moyens nouveaux. Avant-hier, j'avais la justice dans les locaux de la mairie de Nantes pour monter un projet assez conséquent sur ce que j'appelle les tiges. Les tiges, vous savez, c'est les travaux d'intérêt généraux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont condamnées. Tout carcéral, on en connaît les limites. Il n'y a même plus assez de place de toute façon. Donc il faut bien trouver autre chose. Les travaux d'intérêt généraux. Eh bien, à Nantes, la ville de Nantes, on monte un dispositif, on crée 100 postes, je demande au service, et on est en train de le faire, 100 postes de tige. Ça veut dire que 100 postes de personnes qui peuvent effectuer une peine dans les services de la mairie. Ça peut être au SEV, ça peut être FGE, ça peut être, enfin, je veux dire, dans les... Voilà. C'est de dire à un moment, eh bien voilà, nous, on est capable, collectivité locale, de favoriser une autre manière de voir les choses. Et on dit à la justice aussi, et c'est ce que je dis à la justice. Si moi je crée 100 postes de tige, il faudrait que vous, dans votre machine judiciaire, vous prononciez les peines, parce que je ne veux pas créer les postes pour rien, parce que je vais former le personnel, je vais mobiliser les services, etc. Mais c'est qu'à des moments, moi, sur des problématiques que j'ai dans des quartiers, sur le tag, sur les dégradations de biens, etc., vous, justice, alors je ne vais pas me mêler de prendre les décisions à votre place, mais que vous fassiez plus attention à ces préoccupations de la ville. C'est ça aussi ce que je veux faire comprendre. On est dans la justice à un certain moment sur les tiges, qu'elle comprenne mieux les préoccupations du territoire. Certains me disent que c'est compliqué, mais je pense que là aussi, c'est de faire réfléchir les gens un peu autrement sur les décisions de justice qu'ils peuvent rendre. Et donc, dans les tiges, moi, j'y suis particulièrement impliqué parce que je pense que c'est important. Imaginez que dans l'ensemble de l'Hexagone, toutes les communes, nous, on crée 100 postes de tiges sur la collectivité où on a 7000 personnes, si je prends la ville de Nantes plus Nantes Métropole. On dit qu'il y a un quota obligatoire de tiges dans chaque collectivité territoriale. Sur l'insertion, sur la réinsertion, sur l'alternative à la prison, etc. On crée une certaine dynamique, une obligation. On pourrait faire comme pour le logement. Il y a un quota, tac, chaque ville fournit. Si elle ne fournit pas, elle met à l'ECHO, au Front interministériel de prévention de la délinquance. C'est quelque peu novateur. C'est des choses comme ça qu'on pourra avancer. Moi, je pense aussi qu'il y a d'autres dispositifs. Bien souvent, et on s'y essaye, mais pas toujours avec la réussite maximum que j'espère, que je voudrais. On dit souvent, on entend souvent dire, les politiques, etc., il faut une réponse à la première infraction, etc. Une fois qu'on a dit ça, il faut le faire. Faut le faire. Parce que je peux vous dire que la machine policière et judiciaire, elle est grippée. Parce que si, chaque fois, il fallait qu'ils traitent une première réponse à une première infraction, ils n'y arrivent pas. Il faut vous dire qu'aujourd'hui, la machine justice, quand il y a quelqu'un qui est pris par la police, ce qui n'est pas toujours le cas, la décision de justice, elle intervient 12 à 14 mois après. Je ne sais pas, vous voyez, entre la victime, la réaction qu'elle peut avoir, et dans le quartier, la réaction qu'on peut avoir.
Donc il faut trouver à des moments, si on veut des premières réponses, ce n'est pas des réponses 14 mois ou 15 mois après, c'est pas possible. Les gens ne peuvent pas l'entendre et c'est tout à fait normal. Alors on va me dire il faut développer les moyens de la justice, etc. D'accord. On va développer. Mais ça ne va pas être suffisant. Ça ne va pas être suffisant parce que les premières réponses, on ne les aura pas. On ne les aura pas concrètement. Donc moi je dis qu'il faut développer d'autres moyens. Et les collectivités locales, elles peuvent être encore là. Par tout ce qui est la médiation, par exemple. Moi, je développe énormément ces choses-là. La médiation, bon, on a des équipes de médiateurs, pas suffisamment professionnalisées à mon goût. Mais sur des premières incivilités, on sait bien, on ne va pas discuter sur aujourd'hui l'émission des adultes ou la difficulté qu'on voit à intervenir le monde d'adultes par rapport aux jeunes, par la crainte ou par d'autres choses. Donc je pense qu'il faut remettre un peu de cohésion et de lien social, et la médiation peut être un outil sur les premières incivilités, etc., à développer. Donc nous, on développe tout un système de médiation avec les médiateurs de quartier, après avec un système au niveau du bailleur social, et après avec un niveau de médiation avec les services de la ville. C'est encore un peu compliqué et pas suffisamment efficace à mon goût. Mais je pense qu'on a franchi un palier en se rendant bien compte qu'il fallait professionnaliser notre dispositif. À une certaine époque, on a eu ce qu'on a appelé les correspondants de nuit. Je ne sais pas si vous avez connu ça, c'est-à-dire les correspondants de nuit qu'on avait dans les quartiers, et qui opéraient jusqu'à 2 heures du matin. Il faut savoir ce qu'on veut sur un correspondant de nuit ou un médiateur. Est-ce qu'on met des dispositifs de ce type pour pallier l'absence de services publics et notamment de la police? Si c'est le cas, on se trompe. Un médiateur qui n'a aucune compétence judiciaire, qui n'est pas en uniforme, etc., ne remplacera pas un policier. Et le faire croire et leurrer les habitants. Et moi, j'ai fait le constat qu'en définitive, les correspondants de nuit qu'on avait, le soir, des fois, ils allaient chercher quoi? Des médicaments pour Madame Michu, à la pharmacie, où ils allaient prendre le thé à la menthe avec quelqu'un qui était un peu dépressif. Moi, je n'ai rien contre, mais c'est pas à régler des problèmes de tranquillité publique. Et par contre, l'attroupement qu'il y avait en bas de la tour, etc., ça, ils ne le voyaient pas. Et c'était normal. La police, l'État, tout le monde n'y arrive pas. C'était pas en mettant des correspondants de nuit qu'on allait y arriver. Donc, il y a un moment, il faut être sérieux. Donc, l'évaluation du dispositif de correspondant de nuit, je l'ai demandé, elle a été faite. Et je me suis aperçu qu'il coûtait cher et qu'en définitive, il ne remplissait pas la fonction qu'on lui demandait. Donc, on a transformé le dispositif de correspondant de nuit en médiateur de quartier. Parce que moi, je pense que la médiation, il faut être 3. Le médiateur professionnel et les 2 personnes qui sont en différent. Enfin, je veux dire, peut-être le jeune, l'adulte, le groupe de jeunes, l'adulte, ou l'adulte acariate et le jeune, etc. Et qui ont encore envie de discuter, qui ont encore envie d'une médiation. Donc il faut être 3. Puis il faut des moments dans la journée. Moi, je pense qu'on peut encore faire de la médiation, etc. avec des gens qui sont encore sensibles et qui veulent bien discuter. Moi, je ne pense pas qu'à 1h du matin, on puisse discuter avec un dealer en bas d'une tour. Et qu'on puisse faire de la médiation. Donc on a transformé notre dispositif de correspondant de nuit, on l'a mis en médiateur en disant aux gens, attention, le médiateur ne va pas remplacer le policier. Il va essayer de régler un certain nombre de petits soucis, de petites incivilités que vous avez. Et donc il faut le prendre tel quel. Et puis j'ai dit à la police ou à la justice, nous on va essayer de régler ces problèmes-là. Si on n'y arrive pas avec nos médiateurs, on va utiliser le bailleur ou on va utiliser mes services. Voire moi-même, pour faire un rappel à la loi dans mon bureau. Je dis, moi, je veux bien faire ça. Mais vous, là, quand moi, je ne vais pas y arriver, et que j'aurais discrédité, enfin, que j'aurais mis en place ce service de médiation, que j'aurais essayé d'en faire moi-même et qu'on n'y sera pas arrivé, si je n'y arrive pas, je veux signer un protocole avec vous, comme quoi vous prenez prioritairement ce cas-là et vous le traitez. Moi, je prends des cas avant. Mais si moi, j'y arrive pas, vous traitez ce cas-là. C'était compliqué. Parce que c'est pas dans leur mode de faire non plus. Ça fait pas l'objet d'une plainte, ça fait pas de ceci, ça fait pas de cela. Ben oui, mais il faut trouver des choses si on veut vraiment des réponses aux premières infractions, aux premiers trucs. Il faut
prendre des dispositifs nouveaux. Il y en a un autre en ce moment que je veux faire signer au parquet et à la police. C'est le droit de pétition des habitants. Aujourd'hui, on a dans des quartiers, et c'est pas le tout de le dire, qu'on a peur des représailles, que les gens ne veulent pas porter plainte, etc. Soit, acceptons en augure, et puis il ne faut pas se désespérer pour cette question-là, mais il faut dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour mieux écouter les habitants et mieux prendre en compte leurs demandes sociales. Il faut peut-être agir autrement. Dans ces quartiers-là, justement, on porte beaucoup moins plainte pour différentes raisons, parce qu'on se dit de toute façon, si on porte plainte, faudra-t-il que la police s'occupe de notre plainte? Si ça ne rentre pas en truc de statistique, c'est pas forcément le cas, et que la justice, après, veuille bien s'occuper de ce cas-là et ne pas le classer. Mais moi, je dis, si les gens font une pétition aujourd'hui, c'est encore un acte courageux. C'est un acte dans lequel les institutions doivent le prendre en compte. Alors c'est vrai que ce n'est pas la plainte officielle ou que ce n'est pas la plainte formelle, mais c'est un acte de révolte de ces habitants-là. C'est peut-être le dernier acte qu'ils vont poser par rapport aux institutions. Eh bien, je pense que le droit de pétition doit être reconnu en tant que tel. Et en tout cas, je demande la signature au préfet, au prochain qui va arriver, et le nouvel procureur qui est là, c'est-à-dire qu'on prenne en compte la pétition. Ça veut dire que on fasse une réponse, pas que le maire, mais que le préfet et que le procureur signent à mes côtés, sur lequel le problème est pris en compte, et que 3 mois après, ils en rendent compte à la population. Ça change quelque peu la donne, là. Ça change quelque peu la donne. Ça veut dire qu'on reconnaît la pétition en tant que telle comme un objet formel. Il n'y a plus que la plainte qui existe. Il y a d'autres choses qui existent. Alors, on ne le fait pas pour tout, parce qu'il y a dans des quartiers, j'allais dire plus au centre, etc., où on interpelle facilement les pouvoirs publics, etc., pour un an. Non, il faut, dans ces cas-là, que cette pétition soit valorisée dans les quartiers où on a des problèmes spécifiques. Problème spécifique, c'est pas un cambriolage de temps en temps, j'ai été cambriolé, etc., tous les 10 ans, mais quand on a des emmerdeurs chaque soir devant ses choix et qu'on ne peut pas y rentrer sans montrer sa carte d'identité, c'est un autre problème d'une autre nature. Et je suis pour m'occuper prioritairement de ces gens-là, qui ne vont plus porter plainte d'ailleurs, mais qui peut-être au travers de la pétition, si on s'en occupe prioritairement, retrouveront un peu confiance dans les institutions. Donc là encore, pour moi, c'est un sujet important, c'est-à-dire la participation des habitants à leurs problèmes de sécurité. À leurs problèmes de sécurité. Pas en faisant des rondes, comme des fois on entend la participation à faire des rondes ou relever la plaque d'immatriculation, qui peut le faire. C'est pas moi qui vais me battre pour des choses comme ça. Mais par contre, impliquer les habitants dans leurs problèmes de sécurité, qui reprennent confiance dans les institutions et qu'ils veuillent bien participer à la résolution du problème, ça me semble plus intéressant. Un peu plus de démocratie dans les problèmes de sécurité, c'est aussi, dans les années qui vont venir, une de mes préoccupations. Voilà. Bon, j'ai lancé un certain nombre de choses sur ce qu'on appelle la contractualisation, la stratégie locale, des exemples un peu particuliers qui montrent aussi qu'au travers de méthodes nouvelles, on peut faire bouger les lignes, parce que je pense qu'il faut faire bouger les lignes. Je n'ai peut-être pas forcément répondu à la demande, mais c'est aussi des pistes, pas pour 2030, j'espère un peu plus tôt. On imagine bien que le problème est quotidien et c'est celui de demain qu'il faudra résoudre, celui d'après-demain. En tout cas, merci déjà de cet apport. Je pense qu'on peut vous applaudir pour cette contribution. Et puis, on va rentrer dans l'échange et dans le débat. Donc, je vous en prie, allez-y. Oui, Jean-Pierre Branchereau. Voilà, le micro arrive. Donc, on se présente, si vous voulez bien, et puis on parle bien dans le micro. Oui, je vais essayer. Jean-Pierre Branchereau, j'ai été président d'une association de défense de l'environnement, je ne le suis plus, du côté du rond-point de Rennes. Je suis délégué départemental de la Fédération nationale des associations de réinsertion sociale.
Et je vois que pour la Vendée et la Loire-Atlantique. Donc, et je est vice-président de l'étape qui accueille des prostituées qu'on récupère dans d'autres villes. Donc, j'ai remarqué que dans vos priorités, il n'y avait pas le problème de la prostitution. C'est un problème de tranquillité publique, évidemment, hein, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'autour du rond-point de Rennes, en particulier, vous avez en permanence du trafic de nuit qui entraîne une population qui voit le quartier. C'est bien sûr un esclavage, enfin j'imagine que tout le monde le pense, dans une ville qui justement s'implique contre l'esclavage. Nous nous sommes adressés aux responsables politiques, entre autres au député Dominique Rimbourg, la semaine dernière à François de Rugy. Il y a, alors donc apparemment c'est une compétence d'ordre national. Hein. La presse présente les riverains, dont ceux du centre auxquels vous avez fait allusion, et nous en sommes comme des gens de droite qui n'ont rien compris et qui sont des moralisateurs. Je dois vous dire que je suis de gauche, que ce n'est pas le cas, et que je considère que c'est de l'esclavage et qu'il faut faire quelque chose contre ça. Je m'inscris en faux contre le chapitre d'une sociologue dans le livre publié sous la direction de Serge Dager, l'avocat, oui c'est bien ça, à partir d'une enquête incomplète. Hein. Actuellement, on est dans la situation, et c'est ce qui a été dit à François de Rugy par des gens à droite, soyons clairs, hein, employant des mots, de voir des milices, pas vraiment des milices, mais des groupes se créer. Bon, il y a des gens qui demandent la réouverture des maisons closes, pas moi, hein, parce que quand on a une fille, on n'a jamais le projet pour sa fille de lui proposer comme métier une formation pour aller dans une maison close, hein, alors pas pour les autres non plus. Donc, on sait bien que le problème est complexe. On est dans une situation qui me paraît intolérable et qui me paraît être un danger pour la tranquillité et aussi pour la sécurité publique. Alors, je ne parle pas des préservatifs qu'on ramasse ce matin dans les impasses et dans les jardins quand on a des enfants de 2 ou 3 ans. Je ne parle pas des adolescentes qui ne peuvent pas attendre un bus à partir de 21h parce que, bien sûr, elles sont supposées avoir des finalités, enfin, pas professionnelles, parce que pour moi, ce n'est pas un métier. Hein. En tout cas, si c'était un métier, il y aurait une formation. Vous voyez bien que... Donc voilà, c'est compliqué. Je sais bien que ce n'est pas a priori de votre ressort, mais je voudrais savoir quelle est la position de la ville là-dessus, qu'est-ce que vous pouvez faire en situation préventionnelle. Enfin, voilà. Allez-y peut-être sur ce sujet-là, et puis on... Allez-y, puis voilà. Quand j'ai pris tout à l'heure 2 exemples, quand j'ai parlé du feu dans l'habitat social et quand j'ai pris l'hyperalcoolisation, j'ai parlé de 2 exemples. Je n'ai pas parlé des priorités. Hein, donc je ne dis pas que la prostitution est une priorité, mais elle n'est pas non plus quelque chose que l'on néglige. Vous l'avez dit très justement. Je ne vais pas rentrer sur le débat sur la prostitution, parce que la position suivant les pays européens, etc., si on se limite aux pays européens, n'est pas du tout la même. Il y en a qui parlent de criminalisation du client dans les pays nordiques. Il y a dans d'autres pays où c'est considéré comme travailleur du sexe. Enfin, je ne rentre pas dans ce type de débat et je reste sur la problématique de tranquillité publique telle que vous l'avez dit. La ville, comme vous dites, hein, je veux dire, moi, je n'ai pas un service de police judiciaire, hein, l'Office central de traitement des êtres humains, etc., ça n'appartient pas à la ville, c'est à l'État, comme vous l'avez dit très justement. Moi, j'ai insisté auprès du DDSP et de la police judiciaire pour que quelques opérations soient faites, parce que il y a quelques bons proxos dans cette histoire. Donc il y a eu des interpellations, c'est des enquêtes longues et difficiles. Il y a eu l'an dernier quelques interpellations qui ont été faites. Je crois que d'ailleurs que ça passe en procès là, très prochainement, etc. Bon. Ça, c'est le côté police, justice, etc., sur lequel nous, on insiste et sur lequel la police réagit. Et puis vous avez bien aussi connu les nouveaux textes hein, sur ce qu'on appelle le racolage passif, etc. Donc, dont on voit aussi les limites. Nous, la ville, on s'investit de quelle manière ? De manière, premièrement, on subventionne
subventionne Médecins du Monde, qui a des rapports directs avec les prostituées, hein, pour les prostituées qui veulent un peu s'en sortir. On a eu un ou deux exemples, etc., donc, qui ont été traités, de filles qui ont été exfiltrées, etc., ailleurs. C'est pas la majorité. Hein, donc là, on a une subvention avec Médecins du Monde qui prend en compte, j'ai envie de dire, ce problème sanitaire et le problème des filles qui se livrent à la prostitution. Donc c'est la première chose. Problème de tranquillité publique à des moments. On essaye de faire passer aussi des messages aux Médecins du Monde sur le fait que des fois, effectivement, ça fait, au-delà de l'acte en tant que tel, ça fait du bruit, etc. Les filles s'interpellent. Bon, en essayant de faire passer un certain nombre de messages. Après, il y a les passages police qu'on essaye de faire, aussi bien police nationale que police municipale, qui sont des passages, hein, c'est ce qu'on appelle des passages, et qui à un moment calment un peu les choses, puis après ça reprend, c'est une activité. Alors, on a essayé aussi sur tout ce qui est un peu, vous parliez de la prévention situationnelle, etc. C'est vrai que dans des endroits qui sont, je vais prendre des armes, moins élagués, moins ceci, moins cela, dès qu'il y a un peu la vue du monde, ça se fait plus difficilement. Donc, il y a un travail un peu qui est fait là-dessus, mais bon, c'est sans doute pas suffisant, mais c'est la seule réponse que je vais vous donner. Merci, elle est claire. Oui, Marc. Oui, Marc Pourrier, Conseil de développement. Vous avez parlé de la prévention. C'est un terme très important, c'est une activité très importante. Je voulais savoir sur le problème qui nous intéresse, c'est-à-dire le problème du territoire de Nantes Métropole et du territoire en général. Est-ce qu'il existe une coordination avec les villes de la métropole et comment procédez-vous de ce côté-là ? Avant, il y avait... Je vais ajouter une petite question, mais c'est exactement dans la prolongation. C'est-à-dire, est-ce que quand on est policier municipal de Nantes, on ne va pas, on dépasse pas la frontière pour aller à Saint-Herblain ou Le pouvoir de police du maire, c'est ce qui se dit, c'est le pouvoir de police du maire et c'est pas le pouvoir de police du président de Nantes Métropole. Donc chacun a sa police municipale. Il y a une grosse police municipale à Nantes, il y en a très peu ailleurs. Saint-Herblain, ils ont une petite, et ailleurs, pratiquement pas. Donc, voilà. Alors, vous posez la question de l'intercommunalité. Alors, il y a eu un contrat intercommunal de sécurité à une époque avec mon camarade Dominique Rimbourg. C'est pas mal, et j'en vois aussi les faiblesses. On traitait des sortants de prison, on traitait de sujets quelque peu généraux. Mais ce dont je vous ai parlé, de problèmes, je ne veux pas dire que les problèmes n'étaient pas concrets, mais des fois un peu trop éloignés des préoccupations du terrain. Et moi, à Nantes, en charge de ces questions-là, je pensais, avec mon équipe, qu'il fallait se recentrer sur la commune de Nantes, qui quand même concentre les préoccupations en matière de tranquillité publique, etc. C'est pas à Bassindre qu'on a des problèmes de délinquance énormes ou dans d'autres communes. C'est que quand je parle du problème d'hyperalcoolisation, c'est quand même dans le centre-ville de Nantes. Donc, je ne nie pas cette intercommunalité, mais dans l'action, il reste quand même que ce sont les services municipaux qui sont dans l'action même. Moi, j'ai une mission prévention avec une quinzaine de personnes, j'ai une police municipale avec une quinzaine de personnes, j'ai d'autres services, etc. J'ai 250 personnes sur la ville de Nantes. Il est bien normal que je concentre mes moyens sur le centre-ville de Nantes. Je vais prendre l'exemple de la police municipale, puisque d'ailleurs on peut le citer. Et ça me permet de parler globalement de ces problèmes. Certains se posent la question pourquoi on n'augmente pas, comme dans certaines collectivités, la police municipale du style, on va prendre Nice. Parce que Nice, ils sont très nombreux, ils sont plus de
crois, 470. Hein, ils sont armés, etc. Ils font du travail, ils veulent copier la police nationale. Il y en a qui disent pourquoi on ne fait pas j'ai la première chose. Le citoyen ne doit pas payer deux fois. Il y a les services de l'État qui ont la compétence, comme je l'ai dit, de protection des personnes et des biens. C'est quand même au service de l'État de remplir cette mission. C'est pas parce qu'à un moment, ils se sont retirés du terrain de la police de proximité que les collectivités locales, donc les collectivités locales riches, devaient embaucher. Je rappelle que depuis 2007, on a perdu 12 000 policiers et gendarmes. Donc, est-ce qu'il serait normal qu'aujourd'hui, ou que même avant cette date, les collectivités locales aient embauché à tour de bras dans les polices municipales pour pallier le déficit de l'État? Est-ce qu'on ne doit pas dire autrement? Est-ce qu'il n'est pas normal que l'État revienne sur ses missions de proximité par rapport à la population? C'est un débat politique, mais je le pose. En tout cas, le choix qui a été fait à Nantes, c'est de dire on ne payera pas deux fois, la police municipale restera au nombre qu'elle est et elle profitera au maximum de Nantais. Ce qui veut dire que vous retrouvez la police municipale dans le grand centre de Nantes parce qu'elle profite, j'ai envie de dire, du terme d'investissement au maximum de Nantais, puisque c'est là que tous les Nantais viennent. Hein, donc elle est présente ici, c'est là que vous voyez, en essayant de faire de la police de proximité. Donc une police municipale présente sur centre-ville. Je vais pas, si je dis ça par rapport à l'État, je ne vais pas disperser mes moyens dans les communes avoisinantes, qui n'en ont pas. Mais ça pose en même temps toute cette problématique. C'est-à-dire que les moyens, vous les avez dans votre commune, ils ne sont pas pour les autres communes. Non, moi, ce que je voulais vous dire, excusez-moi, monsieur, ce que je voulais dire, c'est la coopération et la coordination entre les polices municipales des différentes villes de la communauté urbaine de Nantes, la métropole. Je voulais savoir s'il y avait là une action particulière de Nantes Métropole dans ce domaine, c'est-à-dire de coordonner l'ensemble des actions de prévention. Je parlais bien de la prévention, pas de la répression. La prévention pour justement répondre à ce qu'attend la population sur les problèmes de sécurité. Moi, je ne sépare pas prévention de répression, etc. J'aime pas cette dichotomie. Je parle toujours des problèmes de tranquillité publique et des problèmes concrets sur lesquels la population est confrontée. Et il n'y en a pas des qui font de la prévention et des qui font de la répression. Il y en a des qui, pour moi, essayent de résoudre des problèmes de tranquillité publique. Je prends un exemple. Si vous me parlez de coordination, je prends le cas de Mendès-France. Mendès-France, on est en frontière avec Saint-Herblain. Bien sûr que je travaille avec Saint-Herblain sur la problématique de Mendès-France. Et de voir comment, avec eux, on peut essayer, et avec l'État, d'essayer de régler un certain nombre de problèmes cruciaux ces dernières semaines, jusqu'à des coups de feu. On a vu mon intervention dans la presse et ma satisfaction, mon insatisfaction par rapport à certains. Donc là, voilà, une véritable problématique. Une problématique de territoire. C'est-à-dire que je ne fais pas de l'intercommunalité, j'ai envie de dire, pour le plaisir de faire de l'intercommunalité. Moi, je veux bien qu'on parle d'intercommunalité, mais qu'on pose des problèmes précis et sur des territoires précis. Pour moi, Mendès-France, avec l'Arlière, c'est un territoire précis pour essayer de régler un certain nombre de problèmes liés au trafic de stupes. Donc là, moi, je veux bien travailler en coopération. J'ai des réunions régulières avec les deux communes, j'ai envie de dire, où il se passe aussi un petit peu des choses, Saint-Herblain et Rezé. Sur tout ce qui était, par exemple, vous parlez de prévention, de la prévention spécialisée, qui est une compétence départementale. Pendant un certain nombre d'années, moi je le dis très clairement, la prévention spécialisée, ils ont un peu travaillé comme des professions libérales, c'est-à-dire sur les territoires qu'ils choisissaient, et sans aller chercher leurs instructions auprès des décideurs des villes. Moi, c'est quelque chose qui ne me convenait pas. Ça a peut-être convenu avant, mais moi, ça ne me convenait pas. Parce qu'à partir du moment où le département paye un certain nombre de travailleurs sociaux, etc., ce n'est pas à eux de décider comment ils vont travailler sur un territoire. Je pense que c'est à la ville. Et quand vous avez l'intercommunalité, et je ne suis pas contre l'intercommunalité, cette direction unique est souvent difficile à construire.
Donc l'intercommunalité en tant que telle, sans le lier au pouvoir de police, aux pouvoirs globaux de tranquillité publique, je ne dis pas que c'est une vue de l'esprit, mais c'est à retravailler sur des objectifs territoriaux communs et à mon avis, si on veut être efficace, et non pas sur des grandes généralités. Et à des moments, j'ai le sentiment qu'on a travaillé sur des généralités et pas assez sur des problèmes concrets. Mais je me trompe peut-être. Jean-Claude Charrier. Jean-Claude Charrier, Conseil de développement. Dans les problèmes de tranquillité publique sont souvent évoquées les nuisances sonores qui perturbent la vie de beaucoup d'habitants des villes en particulier. Nuisances de la rue, nuisances au niveau des problèmes de voisinage. Alors je crois que dans ce domaine-là, il existe de nombreux textes qui n'étaient pas forcément efficaces parce que entre le constat et la sanction, le cas échéant, les délais étaient longs. J'ai appris que, semble-t-il, depuis le mois de mars, il y avait un arrêté qui avait été pris qui permettait désormais à la police municipale de verbaliser immédiatement à partir du constat de nuisance sonore. Est-ce que ce nouveau texte, parce qu'il en faut quand même, est de nature, enfin, est-ce que vous avez déjà constaté que ça facilitait les choses ou est-ce que ça répondait en fait à une attente ? Le problème du bruit, je veux dire, moi, j'ai pas attendu le nouveau texte. Hein. C'est une problématique forte, et c'est une problématique forte liée au centre-ville, plus particulièrement. Alors là-dessus, on a plusieurs dispositifs. Alors je vais un peu les décrire, parce que le bruit est un peu lié à la vie nocturne, vous en conviendrez avec moi, et à la vie culturelle. Alors, là-dessus, on a à la municipalité une originalité que je défends. On a un service spécifique qui s'appelle la brigade de contrôle nocturne. Et notamment par rapport aux établissements nocturnes. C'est-à-dire que cette brigade de contrôle nocturne, elle fait de la déambulation le soir. Alors, dommage, je ne vais pas amener une petite plaquette, etc., avec le numéro de téléphone, parce que j'aurais pu vous le donner. Et donc, ils sont contactables par tout citoyen qui constate un bruit, ou etc., et qui les appelle, la brigade se déplace, et puis voilà, qu'est-ce qui se passe, machin, voilà, il y a le bistrot d'en bas, etc. Donc ils vont constater, ils vont établir, il n'y a pas besoin du texte de mars, un PV de tapage, comme peut le faire depuis X années la police municipale, la police nationale. Un tapage peut toujours être constaté, c'est pas un problème, hein, il n'y a pas besoin d'un nouveau texte pour ça. Donc, on a cette brigade. Moi, l'originalité que je vois, c'est le suivi après. Parce que vous pouvez constater le fait, vous pouvez dresser un procès verbal. L'important, c'est de faire cesser la nuisance. C'est ça l'important. Pour moi, en tout cas. Alors, on a créé, il y a quelques années déjà, une commission municipale des débits de boissons. Parce que c'est un problème spécifique. On a 1400 établissements, bars et restaurants. Et donc, cette commission municipale des débits de boissons, elle est composée donc des représentants de la profession, les syndicats, l'API, l'UNIH, CGIH, les représentants de la police nationale, parce que ces choses-là ne se passent plus en préfecture, ils s'en occupaient plus. Et ils viennent quand même à la commission municipale. Et quand ils ne viennent pas, je les rappelle. C'est même la commissaire adjointe à la sûreté départementale qui vient. Les services de la préfecture, en tant que tels, c'est eux qui maintenant viennent à la mairie, les services de la municipalité, et on a même le représentant de la SACEM. Et chaque cas est examiné pour les cas qui nous sont emmenés devant cette commission. Il y a eu du bruit, la terrasse, parce que des fois c'est lié aux terrasses, par exemple, machin, etc. Et donc là-dessus, je décide d'un certain nombre de choses. Soit il y a un rappel à l'ordre, soit un avertissement, soit une restriction d'horaire. C'est-à-dire que le bar qui était à 4 heures peut passer à 2 heures, voire moins à minuit, celui qui était à 2 heures peut passer à 10 heures. Je peux vous dire que là, on n'attend pas une décision de justice 14 mois après. C'est-à-dire que les gens, ils savent que c'est... je ne fais pas que des amis, hein, certains qui disent « il n'a rien compris à la culture, les événements culturels, etc. » Là-dessus, il a compris. Il a compris aussi qu'il y a des riverains qui ont envie de dormir. Et c'est très complexe cette question, c'est-à-dire c'est de trouver l'équilibre. Et moi, je ne suis pas le type qu'on aime bien, ni d'un côté ni de l'autre, parce que les riverains trouvent que j'en fais pas assez,
et les bars de nuit, je trouve que j'en fais trop, ou vice-versa, etc. C'est jamais... C'est de trouver le bon équilibre entre les deux, et de voir les établissements qui vraiment nous posent des problèmes. Ça, c'est un peu pour les établissements de nuit, etc. Après, vous avez le bruit, parce qu'il n'y a pas que le bruit avec les établissements, il y a le bruit de jeunes qui déambulent, etc., dans un certain état, hein, vers 2-3 heures du matin. Ça existe. Alors, allez me dire que verbaliser, etc., un groupe bourré, ça va vous faire cesser ce qui se passera le lendemain, un groupe bourré. Déjà, il faut dire qu'à partir de cette heure-là, les services publics sont peu nombreux sur la ville. Et qu'honnêtement, ça ne va pas être la préoccupation première. On va envoyer un équipage s'il n'y a rien d'autre à faire. Il faut être clair. Parce que je veux dire, s'il y a une agression ou s'il y a autre chose, ça va être ça qui va primer. Ou s'il y a un différend familial qui pose vraiment problème, c'est là qu'il va primer. Le groupe qui va aller sur le jeune, etc. Donc nous, on a notre groupe de veilleurs de soirée qui aussi est sensibilisé au bruit. Il y a certains... À un moment, vous avez vu au quai de Turenne, etc., on avait des gros attroupements de 200 personnes, etc. On a essayé, on a fait plusieurs choses, hein. On a fait des aménagements, tout ce que j'appelle en prévention situationnelle. Hein. On mouille la pelouse. On mouille la pelouse, et ben, c'est toujours, quand on a le cul mouillé, ben, c'est tout bête. C'est tout bête. On a la présence de la police municipale, on a dit aller un peu sur le square d'Avier, etc. Voilà. On aurait pu verbaliser, que vous voulez verbaliser 200 personnes. Il faut être réaliste. Donc et on a commencé avec le temps, etc. Et puis les riverains ont compris. On en a, ils ne comprendront jamais qu'en même temps, si on habite quai de Turenne, on n'habite pas la campagne. Hein. Donc c'est tout ça, c'est qu'à un moment, on fait les choses et puis il faut trouver... Cet équilibre est délicat. Cet équilibre est délicat. Et on n'aura jamais un centre-ville où vous n'allez pas entendre un bruit à Nantes. Pas possible. En tout cas, moi, je ne pourrais pas le faire. Hein. Puis je ne le ferai pas, de toute façon. Même si je pouvais le faire. Oui, Jean-Pierre Payon. Oui. Et Pierre Biche, ensuite, on va prendre les deux questions. Oui, là, je continue, je ne dirais pas sur ce qu'on appelle les chiens écrasés du tout, mais... non, pas ça. Sur la question des tags. Parce que voilà, j'habite près de l'axe, là, la rue des Hauts-Pavés, puis dans les rues adjacentes, et donc il y a des périodes, enfin là en ce moment ça donne pas mal, quoi. Alors c'est une interrogation de savoir quels sont les moyens de possibilités, parce qu'il y a des moments ça s'arrête, donc c'est qu'ils ont dû être un peu chopés, etc. Ceux qui interviennent, et comment ça fonctionne un petit peu, voilà. Et comment vous pouvez intervenir. On va prendre la question de Pierre Biche, peut-être on va en prendre deux là. Oui, moi j'ai un petit peu, j'ai deux questions un petit peu différentes, mais qui conduisent un petit peu à la même chose. La première, c'est la tranquillité publique, c'est quand même un peu un mot valise. Bon. Parce que dans la tranquillité publique, il y a du bruit, il y a des risques d'agression, il y a des choses très différentes. Alors, question, est-ce que vous avez une grille d'analyse ou une grille de description de ce qu'on met sous le vocable tranquillité publique? Parce qu'il me semble que c'est quand même un peu à la première étape du diagnostic qui permet après de faire du boulot adapté. Voilà, première question. Deuxième question qui est un petit peu de même nature finalement, qui est... est-ce que vous avez, ou qu'est-ce que vous avez comme cartographie de la tranquillité publique? Je veux dire par là qu'entre les 50 otages ou le quai Turenne que vous avez évoqué et les franges urbaines de toute nature, on n'est pas du tout dans la même problématique de tranquillité publique, ou entre les 50 otages, encore une fois, ou la petite zone pavillonnaire, où le gros problème de tranquillité, c'est le scooter qui passe à 11h30 et qui fait du bruit. Voilà, on a des problématiques qui sont extrêmement différentes. Qu'est-ce que vous avez comme analyse territoriale, je dirais, de la question de la tranquillité publique? Je prends les tags, au premier. Donc les tags, c'est aussi, j'ai envie de dire, une problématique qui était dans le contrat local de sécurité, parce qu'il est vrai qu'un territoire qui est tagué donne une impression aux habitants d'un sentiment d'insécurité. Alors,
je ne vais pas rentrer dans la dialectique du sentiment d'insécurité, mais c'est aussi important. De la même manière que les médias, à certains moments, c'est intéressant de voir à certaines périodes électorales, les journaux télévisés et les interventions sur la sécurité. Avant le premier tour de 2002, il y avait eu 51 interventions en TF1 en 3 semaines sur les problèmes de sécurité. Après les 2 tours, il n'y en a plus que 18. Je vous livre ça comme ça, il y a des études très, très intéressantes là-dessus. Alors, je reviens, mais le sentiment d'insécurité, c'est quelque chose de très important et dont certains se sont fait des maîtres dans l'utilisation. Mais ça va revenir d'ailleurs à l'autre question, c'est comment on constate les choses et comment on les compte. Alors, pour les tags, alors là, pareil, plusieurs aspects dans notre politique. Alors, il y a un aspect prévention, c'est-à-dire qu'on a créé à Nantes, avec ma collègue Johanna Roland sur tout ce qui est le secteur jeunesse, des murs autorisés où on peut taguer, c'est-à-dire qu'on n'est pas pas l'interdiction en tant que telle, c'est-à-dire qu'on peut taguer sur un certain nombre de murs autorisés. Mais pour beaucoup de tagueurs ou de graffeurs, ce n'est pas tellement l'intérêt, parce que l'intérêt, c'est justement de taguer là où c'est interdit. Donc, ou là où c'est le plus difficile, dans les endroits les plus hauts, etc. C'est aussi ça, je veux dire. Alors, donc on a ça, on a passé une convention avec, comment ça s'appelle, enfin bon, peu importe, une association, etc., sur l'entretien de ces murs, etc. Éducation, citoyenneté, avec le graphe, tout ça, je passe. Mais enfin, c'est important quand même de le dire, hein, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité. Après, ça se passe, hein, donc on n'a pas une réussite à 100%, etc. Après, il y a tout ce qui est la politique de nettoyage. Alors, nettoyage avec les services de Nantes Métropole, avec les pôles, etc. C'est quelque chose qui nous revient énormément cher d'ailleurs, hein, au bas mot. J'ai envie de dire, tout ce qui est en nettoyage tag, ça représente 1 500 000. Il faut le savoir. Donc c'est énorme. Et donc on a monté également avec la police, parce que ce n'était pas une de leurs préoccupations non plus, on va dire, ça ne consistait pas statistiquement. Donc tout un dispositif, c'est-à-dire qu'avant le nettoyage, c'est photographié, plainte, etc. Et quand on en chope, parce qu'ils signent, il y en a qui se ressemblent, on peut leur en coller un certain nombre, des jeunes, des fois, des fils de très bonnes familles d'ailleurs. Voilà, c'est prévention, etc. Avec nettoyage, et puis un peu répression, etc. C'est pour ça que je dis à chaque fois, moi, quand je prends une problématique, je ne dis pas je fais de la prévention, je fais de la répression, j'essaye de voir tout ce que je peux faire dans ce domaine-là pour essayer de résoudre le truc. Alors je ne le résous pas. Là, je suis un peu inquiet, je l'ai d'ailleurs fait savoir au directeur général des services, parce que je trouve que dans les quartiers, on nettoie moins bien qu'au centre-ville. Et donc je voudrais que dans les quartiers, on nettoie aussi bien qu'au centre-ville. Voilà. Donc pour les tags, ce que je peux répondre. Sur les chiffres et sur la cartographie, j'ai les chiffres de la police nationale, ce qu'on appelle le 4001, qui est ramené au territoire, etc. Donc je ne rentre pas dans le détail des chiffres. La délinquance d'appropriation se passe plus au centre-ville. La délinquance de voie publique et qui est plus liée, j'ai envie de dire, à ce que j'appelle l'occupation de halls d'immeubles, l'agression, l'incivilité, se place plus dans les quartiers. Ça, c'est net. Donc ça, c'est les chiffres de la police nationale. Moi, en plus, j'ai monté depuis quelques années ce que j'appelle le BATP, le baromètre des atteintes à la tranquillité publique. C'est-à-dire, c'est des choses qui ne font pas l'objet de plainte. Parce qu'il y a des gens qui ne portent pas plainte. Mais par exemple, le bailleur social, quand il repère un certain nombre de choses, la boîte aux lettres défoncée, l'inscription au Morocon, ces choses-là ne font pas l'objet systématiquement de plainte, mais sont référencées par nous. Donc moi, j'ai le baromètre des atteintes à la tranquillité publique qui me permet, c'est ce sur quoi je me suis appuyé dans le contrat local de sécurité pour dire que voilà, il y a un certain nombre de quartiers, etc., à privilégier parce qu'ils sont plus touchés sur telle et telle et telle chose.
Quand je parlais du feu dans l'habitat social, c'est pas au centre-ville qu'on l'avait plus. Quand je parle des tags, quand je parle du deal de proximité, etc., c'est des choses qui sont dûment répertoriées. J'ai les chiffres, enfin, nous avons les chiffres de la police nationale que vous pouvez consulter, hein, qui sont présentés chaque début d'année, et on a notre baromètre. Ce qui a permis d'ailleurs aux policiers de comprendre qu'il n'y aurait pas que leurs chiffres qui comptaient. Je prends le cas des rodéos urbains. Rodéos urbains, quand j'ai commencé à poser cette problématique, pareil, qui dans les quartiers, ça veut dire que vous avez des guignols, qui vous font du quad et qui vous passent au ras des fesses, ou etc., ou les motos, les scooters, etc., n'importe quoi sur les espaces, et que vous promenez vos gamins, c'est assez traumatisant, et je les comprends. Hein. À l'époque, les rodéos urbains, ça n'existait pas pour la police. Ça n'existait pas. Moi, un des premiers travaux que j'ai fait faire par les médiateurs, ça a été de recenser les rodéos urbains dans les quartiers. Et alors dire à la police, voilà, moi j'ai ces chiffres-là. Alors ça a changé. Depuis, ils sont d'accord pour reconnaître qu'il y a... Alors c'est pareil, les gens, ils n'appellent pas pour les rodéos urbains parce qu'ils savent bien qu'il n'y a pas d'intervention de police. L'intervention de police, je comprends qu'il n'y en ait pas sur les faits. C'est très compliqué parce qu'on risque l'accident. Donc moi, ce que je demande, c'est les saisies de scooters ou de quads dans les caves, hein, qui sont généralement des scooters ou des quads volés, des opérations dans les caves. Je ne donnerai pas les détails, comment on les procède et les renseignements que j'ai, mais voilà. Non, on a nos propres chiffres, le BATP, et on a les chiffres de la police nationale. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc c'est pas quand je dis on va taper sur telle et telle chose, etc., telle ou telle préoccupation, c'est pas sorti de ma thèse. Je m'appuie sur des statistiques, mais pas que sur les statistiques de la police. Alors, peut-être une petite question sur votre BATP. Qui fabrique ce baromètre ? Mes services. Hein, donc c'est un baromètre, etc., qui est fabriqué, j'ai envie de dire, avec ce que je recueille du bailleur social, c'est-à-dire des différents bailleurs sociaux, hein, Nantes Habitat, la SAMO, la Nantaise d'habitation, etc., la direction des espaces verts, la direction des sports, tout ce qui peut se passer dans un gymnase, etc., dont on n'a pas connaissance. C'est-à-dire sur des lieux un peu municipaux, paramunicipaux, où il se passe des choses. Les agressions, qui ne sont pas tout à fait des agressions, mais par rapport à l'agent de vie collective, qui va dire ce type de choses ou autres, qui dénotent un climat, hein, qui dénotent une ambiance, et qui ne sont pas répertoriées en tant que plaintes, mais qui montrent un climat qui se dégrade, etc. Et ça nous permet à des moments... J'ai eu le cas, par exemple, vous voyez, je prends le cas des Dervalières. À des moments, avec mon BATP, c'était le mois de... On est en 2012, là. C'était, oui, 2012 de l'an dernier... 2011 de... Non, j'allais dire 2012 de l'an dernier. En 2011. Hein. Moi, j'avais, avec le BATP, des signes avant-coureurs, en mars, avril, mai, etc., que le climat se dégradait au Dervalières. Hein. J'avais ce sentiment-là. C'était pas un sentiment, j'avais ce sentiment-là, parce qu'on a aussi ce qu'on appelle dans chaque quartier, j'ai quelqu'un à la mission prévention qui tient des cellules de régulation qui se réunissent toutes les 5-6 semaines avec le proviseur, avec le bailleur social, avec le policier du quartier quand il en reste, avec d'autres, etc. Et on fait un bilan avec les médiateurs, etc., de tout ce qui s'est passé dans le quartier. Et je l'appuie aussi sur le BATP. Donc moi j'avais des signes avant-coureurs qu'il allait se passer des choses au Dervalières. J'ai alerté la police, j'ai dit, là les Dervalières, je voudrais que vous y alliez un peu plus. J'ai dit à la justice, il y a des affaires au Dervalières, etc., elles ne sont pas suffisamment suivies. J'avais sans doute pas tout à fait tort. On a eu la maison de l'emploi qui a été brûlée. On n'a jamais retrouvé les auteurs. On a ensuite le Lidl que des jeunes ont voulu s'approprier et dont un camion a été brûlé dans le Lidl. Et pour un Lidl, pour un quartier, un commerce collectif, c'est important. Donc, à un moment, je me suis fâché. J'ai dit, mais je vous l'avais dit. J'avais dit qu'il y avait des signes avant-coureurs, etc. Je dis, sur les élucidations de ces choses-là, vous n'aurez jamais rien. C'est toujours compliqué sur un incendie. Vous n'aurez rien eu, d'ailleurs. Mais j'ai dit, c'était les signes avant-coureurs qu'il fallait traiter par de la présence policière et par certaines affaires spécifiques. Sur le Lidl, on a reconquis le truc. On a fait changer avec le Lidl le service de sécurité qui n'était pas à la hauteur. Je me suis assuré que le Lidl, qui avait la velléité à un moment de partir, ne partirait pas du quartier. Voilà, on a retrouvé un peu d'équilibre. Mais c'est un peu, on va dire,
c'est nous qui aujourd'hui, malheureusement, qui avons la meilleure perception du quartier, d'après ce que nous en disent les habitants, de le contact qu'on a avec les habitants, etc. Ce qu'avait la police il y a une dizaine d'années, parce que la police de proximité, si ce n'était pas une police qui faisait du saut de dessus, c'était un thermomètre, c'était des gens qui vivaient au sein de la population, normalement, qui étaient au sein de la population et qui sentaient les choses, qui savaient faire la différence entre Mohamed et Omar, et Gilles, et Francis, etc., qui savaient qui merdouillaient dans le quartier, etc. C'est une police en même temps de renseignement. Quand vous perdez ces palpeurs-là, ben vous perdez une orientation politique de ce qu'il faut faire sur le quartier en matière de tranquillité publique. Et moi, c'est au travers de ces dispositifs de cellules de régulation de BATP ce que je veux retrouver, en espérant que demain, la police de proximité reviendra. Mais ça me permet, moi, par rapport à mes interlocuteurs, à des moments de dire, moi je vous dis qu'il se passe des choses là, il faut s'orienter par là. C'est pour ça que quand je dis que la stratégie locale, le maire au centre, et que les autres, ils doivent accompagner le maire, parce que c'est nous qui sentons le mieux ce qui se passe en cette matière-là. Oui, moi je voudrais revenir sur la question des compétences, hein, même si c'est une grosse question, mais vous avez dit, enfin vous le répétez, que c'est le maire qui doit déterminer effectivement la stratégie de sécurité de son territoire, non, qui devrait, en tout cas, qui devrait. Et moi je voudrais faire le parallèle avec ce que nous avait dit un sociologue qui était venu nous voir, qui s'appelle Sébastien Rocher, et qui connaît bien les questions de police, enfin qui doit enseigner à l'école de police, et qui lui dit aussi la même chose, mais il va beaucoup plus loin que ça. Lui dit, la police est un système historiquement pyramidal où tout remonte au ministère de l'Intérieur. Et peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut casser et qu'il faut aussi appliquer la décentralisation à la police. Est-ce que pour vous, la police métropolitaine, c'est un gros mot, ou est-ce qu'il y a une petite révolution à faire sur la question des compétences? Avec Sébastien Rocher, on se rejoint assez, on a travaillé ensemble à une époque. Moi, je ne pense pas qu'il faille revenir à de la municipalisation de la police. Historiquement, il faut savoir que sous la Troisième République, la police était municipale. Il n'y avait que les commissaires de police qui étaient des cadres de l'État. Mais la police était municipale. C'est Vichy, 1941, pour des motifs qui n'étaient pas de répondre à la demande sociale des habitants, qui a étatisé la police pour en avoir l'ordre, le renseignement et la judiciarisation. Donc, c'est même l'époque où on crée l'école des commissaires à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Donc, est-ce qu'on doit revenir à de la municipalisation? Je ne le pense pas, et ce serait une révolution. La police, elle se commande, à des moments, il faut la commander. À mon avis, elle n'est pas suffisamment commandée. Mais elle a trop subi de réformes à court truc. Elle a besoin d'un peu de tranquillité. Il faut qu'elle revienne à de la police de proximité. Mais je ne pense pas que quand je mets police, je mets gendarmerie aussi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux aller encore plus loin dans l'association police-gendarmerie. Mais les militaires sont un peu contre. Mais surtout, il faut que la stratégie soit déterminée par le maire. Mais les moyens opérationnels, moi je suis pour qu'on les garde par rapport au commandement opérationnel qui existe. Mais par contre, qu'on dise et qu'on ait des points de rencontre forts avec le procureur et le préfet, et que moi je puisse dire au procureur ou au préfet, dites donc combien d'heures fonctionnaires, et que je puisse le vérifier, a été consacré à l'ordre public cette année. Combien à la police de proximité? Combien au petit judiciaire? Je vais plus loin. Moi, je n'ai pas besoin de commander directement le maire. Mais qu'on me donne le pouvoir de notation, comme c'est le cas pour les officiers de police judiciaire, du maire, à côté du chef, sur le patron de la police de proximité, je vous jure qu'il va changer rapidement de comportement. Et qu'il va comprendre où il faut travailler. Il y a des petites choses comme ça. Qu'on fasse des formations communes, École nationale de la magistrature, École nationale supérieure de police et directeur de la tranquillité publique des grandes villes sur les stratégies locales de sécurité. On va changer très rapidement. Et ce n'est pas des réformes qui vont coûter cher. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on ne peut pas se payer des réformes qui coûtent cher. Donc, dire aujourd'hui on va municipaliser une partie de la police nationale, celle qui ferait la police de proximité, etc., j'en suis pas partisan. Je suis plus pour dire il faut mettre le maire au centre du dispositif
et pas que pour la prévention, au niveau de la stratégie locale de sécurité, au centre du dispositif, et que le préfet et le procureur comprennent bien que c'est le maire qui compte. Oui, on est effectivement sur un point important. Ménard, conseil de développement, accessoirement professeur de droit, tout au moins à la retraite. Mais je continue à m'intéresser à ce genre de questions. Alors, effectivement, on aborde, à mon avis, quand même un aspect essentiel. Le pouvoir de police municipale, d'après le code d'administration communale, c'est le pouvoir de police du maire. C'est très clair. C'est article L 2212-1 et suivant, vous les connaissez, c'est votre Bible, certainement. En tous les cas, cet article est réel, il est très long, il a 2 pages, et il précise entre autres ce qu'est la tranquillité publique, d'autant plus qu'il est explicité par une très abondante jurisprudence du Conseil d'État, donc vous auriez intérêt, si vous ne la connaissez pas, à lire ces notes en dessous de l'article L 2212-1 et suivant du Code des collectivités territoriales. Donc on est en plein dans le sujet. Le maire a le pouvoir de la police locale. Il a le pouvoir de la police de tranquillité. Et si des citoyens mal intentionnés, mais il y en a toujours, vous le savez bien, veulent mettre en cause la responsabilité du maire parce que telle ou telle chose n'a pas été faite au bon moment, ils le peuvent. Et la municipalité est sanctionnée par le juge. Maintenant, ça se fait plus, il paraît, en particulier à Nantes, d'attaquer les décisions ou les non-décisions des élus locaux. Donc, tout ça pour donner le cadre général, qui n'a pas changé, vous l'avez dit, depuis la Troisième République. Alors, ceci étant, le maire a les pouvoirs donc réglementaires extrêmement importants d'après les textes, mais c'est indiscutablement la police, avec un grand P, qui doit exécuter les décisions du maire. Et c'est là qu'il y a problème. Et c'est là qu'il faut coordination et non pas répartition des compétences. Il faut que tout le monde travaille dans le même sens. Et effectivement, tout ce que vous avez dit sur le retour souhaitable à une police de proximité me paraît extrêmement important. Je voulais dire également que la coordination entre les différents services de l'État en matière de tranquillité publique, largement conçus, existent. Vous l'avez dit, déjà, il y a des rencontres depuis plusieurs années, dans le cadre des politiques de quartier, entre autres, mais pas uniquement. Au niveau de toutes les grandes municipalités, il y a des contrats signés, enfin débattus régulièrement entre le maire, le préfet, le procureur de la République. Je vous signale que la semaine dernière, il y a eu pendant 3 ou 4 jours à Paris une formation commune aux commissaires de police, aux juges d'instruction et probablement à d'autres services encore. Mais en tous les cas, principalement ces 2 catégories-là. Donc, ils ont vraiment la conscience qu'il leur faut travailler ensemble. Mais j'ajouterai, pour connaître de très près quelqu'un, mon fils, pour ne pas le nommer, qui est magistrat, qu'un juge chargé de l'application des peines, c'est-à-dire du suivi des petits et des grands délinquants, eh bien, dans un mi-temps, parce que c'est un poste à mi-temps, il est à la fois juge d'instruction à mi-temps et juge d'application des peines à mi-temps, il a 800 détenus à suivre. Donc, il faut véritablement avoir une vision globale du problème et ne pas dire c'est pas moi, c'est l'autre, c'est tout le monde. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais je ne pense pas avoir dit ce n'est pas moi, c'est l'autre. Je pense avoir dit très clairement, et je veux dire quand il faut aller voir le procureur et commencer à lui faire comprendre que le droit de pétition, eh bien, il faut signer le protocole pour que les choses changent. C'est pas la formation du juge d'instruction avec le machin, c'est dans les actes, moi, que je veux voir la justice ou le préfet. Oui, non, mais enfin, c'est pas... Les formations, j'en ai connues. Et... Bah, oui, mais c'est ce que j'espère. Je fais passer un certain nombre de messages, mais ces choses-là, elles ont toujours existé. Moi, j'ai vu des magistrats venir à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or depuis et parler du partenariat et tout ça, etc. Je connais. Et j'ai envie de dire, oui, ils en font, mais enfin pas suffisamment. Je veux dire, tout ce qui... Ils en font beaucoup, mais enfin moi je peux vous dire qu'à Nantes, il a fallu imposer les choses. Mais moi aussi, je vous en parle, parce que j'ai eu 30 ans de police. Je veux dire, si on veut vraiment que les choses bougent, moi, j'attends des professionnels qui changent de culture professionnelle et qui ne restent pas dans leur logique professionnelle. Et ça, c'est plus compliqué.
Ah bah oui, mais moi c'est ce que j'appelle au changement. Voilà. Oui. Bonsoir. Anthony Maisonneuve, donc moi je suis à la Jeune Chambre économique et observateur, s'il y a un statut d'observateur au Conseil de développement. Bienvenue au Conseil de développement. Ma question porte, vous l'avez souligné dans votre exposé, vous avez souligné que vous reviendriez sur la question, sur la vidéosurveillance. Effectivement, moi, il m'a semblé, alors vous n'êtes pas féru des statistiques, que outre-Atlantique, la vidéosurveillance avait réglé une réelle problématique. Je voulais savoir en quoi cette vidéosurveillance n'était pas aujourd'hui un moyen pour vous de répondre à des problèmes de tranquillité publique, dans le sens où moi je pensais qu'elle pouvait être dissuasive par moment. Alors, sur la vidéosurveillance, outre-Atlantique, enfin, je veux dire, je ne vais pas aller très loin outre-Atlantique. Hein. Je vais m'arrêter simplement en Angleterre, où j'avais des collègues policiers. Hein, voilà, mais ils sont très anglo-saxons ici. Donc, ils sont à 4 millions de caméras, mais il y a des grands professionnels de Scotland Yard, je ne vais pas les citer, mais Melville notamment, et qui ont dit que la vidéosurveillance telle qu'elle a été installée et telle que pratiquée en Angleterre était loin d'avoir donné de grands résultats. Alors, était loin d'avoir donné de grands résultats. Et il a développé. En matière de prévention, l'effet est quasiment nul en matière d'agression physique dans les lieux ouverts. Je parle bien des lieux ouverts, c'est-à-dire sur la voie publique. Sur un parking, c'est un lieu fermé, ça peut se concevoir, et en matière de prévention, on est plus efficace. Mais sur les lieux ouverts, c'est inefficace. Je veux dire, si, efficace pendant un temps, les premiers mois. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle l'effet plumeau. C'est-à-dire que la délinquance qui à un moment était sur un certain lieu va se déporter pendant quelque temps sur un autre lieu. Mais c'est très temporaire. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce qu'ils appellent les chercheurs et les Anglais. Hein, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas eu d'évaluation scientifique en France, hein, depuis la mise en place de la vidéosurveillance. Si ce n'est les évaluations de l'IGA, téléguidées, donc de l'État, qui prônait la mise en place d'1 million de caméras, et donc qui faisait ses propres évaluations. D'évaluation objective, je me réfère à celle faite outre-Atlantique. Donc là-dessus, sur la prévention, l'effet est très léger. Alors, on me dit que ça peut aussi chercher en termes d'élucidation. C'est-à-dire qu'on reconnaît le délinquant, on le prend, etc. Moi, je vais citer un chiffre. Le chiffre, c'est... alors là, je reviens en France, etc. Cour régionale des comptes, hein, à Lyon, ville de gauche, hein, fanat de la vidéosurveillance, etc. Une infraction par caméra et par an élucidée. Pour moi qui dis, hein, c'est la Cour régionale des comptes. Alors moi qui suis assez pragmatique, je dis, ça ne me semble pas un système efficace en matière de prévention, pas plus qu'en termes d'élucidation. Mais comme je ne suis pas obtus, hein, j'ai quand même autorisé le lien avec le système donc, de la police, des caméras existantes à Nantes, hein, en matière de sécurité routière et celles qui existaient, donc elles sont reliées au commissariat. Mais je n'investirai pas des millions d'euros, parce que c'est un sacré business derrière, hein, pour avoir un résultat, j'ai envie de dire, qui, à mon avis, n'est pas suffisamment efficace. Si j'avais les millions d'euros, je ferais autre chose. Je vais prendre le cas d'une ville qui est à côté, qui est vidéo-surveillée. Les taux de délinquance par rapport à Nantes ne sont pas plus bas depuis qu'il y a la vidéosurveillance. On parlait tout à l'heure de Mendes France. Mendes France, elle est sous surveillance des caméras de Saint-Herblain. Ça ne va pas empêcher le lancer de grenades, les coups de fusil et le trafic de stupes. Si c'était si efficace que ça l'aurait fait. C'est moi qui étais obligé de dire à la police, bah, vous avez les caméras et vous en bavez depuis plusieurs années. Vous avez été regarder les images là, à Saint-Herblain, sur ce trafic de stupes ?
Parce que le problème, c'est pas de mettre des caméras, parce que la stratégie qui a été mise en place à un moment, c'était le désengagement de l'État en termes d'effectifs et de faire comprendre aux municipalités qu'elles étaient laxistes si elles ne mettaient pas de la vidéosurveillance. Alors moi, je ne suis pas contre, mais si c'est efficace. Donc moi, je n'ai pas le sentiment que c'est efficace. Moi, je travaille en ce moment, vous savez, sur un truc, parce que je suis pas sur ce que j'appellerais de la vidéo mobile. C'est-à-dire, à une problématique particulière, je mets une caméra à un moment donné, mais la police et la justice, vous me suivez là-dessus. Et on essaie de résoudre le problème grâce à la vidéo. Ça, c'est une autre politique. C'est une autre politique. Parce qu'aujourd'hui, il y a une circulaire de MAM, enfin de Michel Alliot-Marie, qui est toujours en vigueur, qui empêchait la police de passer convention avec les collectivités locales sur des engagements d'utilisation de la vidéosurveillance. Ça disait bien ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que la vidéosurveillance, on prend en tant qu'outil technique, mais ça ne vaut pas engagement de notre part à résoudre un certain nombre de sujets. Donc, alors il est vrai que cette bataille médiatique, que la vidéosurveillance, etc., on en voit même dans des patelins de 1300 habitants pour surveiller le lac, parce que machin, etc., avec des caméras, que même à Angers, ils ont mis de la vidéosurveillance, ville de gauche aussi. Mais ils n'ont personne derrière les écrans, parce que ça coûte trop cher en termes de personnes. Parce que le problème, c'est pas de mettre des caméras, c'est après de mettre les personnes pour d'autres. Et après, c'est d'avoir des effectifs. Parce que si moi je mets de la vidéosurveillance, et si les gens voient personne arriver quand il se passe quelque chose, on passe pas pour des guignols. Donc le problème de la vidéosurveillance en tant que telle, remède miracle, parce que vous n'avez rien compris, M. Nicolas, on a une époque technologique où il faut se... On dit d'accord, mais moi je veux de la vidéosurveillance qui marche, qu'on me prouve qu'elle soit efficace, etc. Tant que je n'aurai pas cette assurance, je ne bougerai pas d'un iota dans ce domaine-là. Les caméras qui existent sont reliées au commissariat. Qu'on me prouve sur quel... Tout à l'heure, je vous ai parlé de la CLIVA, de la cellule de lutte contre les incendies de véhicules. Avoir créé une unité spécialisée, ça a fait monter le taux d'élucidation de 0. Pourtant, il y a eu une élucidation, à cette terre-là, ils ont des véhicules brûlés aussi. Il y a eu une élucidation grâce à la vidéosurveillance. Tout le reste, ça a été fait par les enquêtes. Voilà. J'en suis pas... Enfin, bon, je pourrais développer plus, mais etc. Mais qu'on me prouve que ce soit efficace... Mais je suis pas... Mais par contre, je travaille, moi, sur le fait d'une vidéo mobile installée ponctuellement sur un lieu qui est un aide à la police, etc., mais pour qu'elle résoudre le problème. Pas une vidéo que je pose comme ça, là, et puis on verra ce qu'on en fait. Avec je vais faire un... chacun. Moi, je mets la vidéo et vous résolvez le problème avec moi. Je vais faire un parallèle qui est sans doute pas très très bon, mais les radars ont permis, semble-t-il, ont eu quelques résultats sur les comportements des conducteurs sur les routes. Alors, est-ce que c'est idiot de se dire que des outils comme ça pourraient avoir peut-être plus d'efficacité ? Excuse-moi Jean-Pierre, je te repasse le micro après. Sur le radar, effectivement, et en particulier le radar au feu rouge, vous mettez un policier, vous n'allez pas le mettre en permanence, ça c'est sûr. Et un radar feu rouge ou un radar vitesse, etc., il a fait diminuer les comportements, etc. Et c'est vrai que même moi, je veux dire, depuis le radar, etc., j'ai modulé ma vitesse à des moments. Et j'ai perdu des points aussi. Bon, mais c'est vrai, et sur le comportement, mais on a eu toute une campagne, j'ai envie de dire, de communication. Il n'y a pas eu que les radars qui ont fait chuter. Je dis que là, c'est un succès des 10 ans passés, où on a diminué de moitié les morts sur la route. On a eu un véritable succès. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu que les radars. Jean-Pierre. Oui, tout à l'heure, à la question qui vous a été posée sur les critères de la tranquillité, vous avez répondu, mais pas à celle de la cartographie. Pour moi, c'est lié, c'est-à-dire que... oui, mais où en particulier, les quartiers sur les problématiques, c'est-à-dire que, à part sur la délinquance d'appropriation, qui est quand même le lieu, le centre-ville, c'est normal, c'est le lieu où il y a des choses à apprendre. Autrement, la délinquance, j'ai envie de dire, de voies publiques, et plus particulièrement celle qui concerne le deal, ce que j'appelle le deal de proximité, l'économie souterraine, les halls d'immeubles occupés, les incivilités notoires, etc., c'est nos quartiers populaires.
plus d'intervention sur de la police municipale, quoi. Non, je vous ai dit tout à l'heure que la police municipale n'allait pas dans les quartiers, elle était dans le grand centre-ville. Oui, mais par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a plus d'intervention place du Bouffet que place du Commerce du Ken, non, ou est-ce que c'est réparti on tourne un peu sur tout, c'est-à-dire qu'à un moment, il va y avoir un lieu festif, vous allez avoir le marché de la Petite Hollande le samedi matin, vous aurez de la police municipale, vous allez avoir un rassemblement plus important, etc., à Quai de Turenne, parce qu'on a une problématique avec 200 jeunes, etc., vous allez avoir de la police municipale, vous allez avoir un problème particulier à Madeleine-Champ-de-Mars, avec la maison des Rastas, etc. On va avoir de la PM avec nos médiateurs qui vont essayer de résoudre le problème, etc. Après, bon, la cartographie est une chose. Il y a les courtiers des riverains que je reçois. Il y a ce qui me remonte de chaque équipe de proximité de la PM, etc., qui fait qu'on a une action spécifique à un moment sur un endroit ou un autre. Marc. Une question suite par rapport à tout à l'heure. Est-ce que Nantes Métropole a la prérogative sécurité dans ses activités, dans son action, dans sa responsabilité? Elle a la prérogative prévention de la délinquance de manière globale. Donc, ce qui veut dire que les maisons de justice et du droit, par exemple, eh bien, elles sont financées par Nantes Métropole. Moi, j'ai une question qui est un peu dans le prolongement de celle qui a fait allusion à ce qui se faisait outre-Atlantique. Est-ce qu'il y a des pays qui peuvent servir de modèle, entre guillemets, par rapport à leur politique en matière de tranquillité publique, des pays européens? Enfin, est-ce qu'on peut citer des pays qui sont un peu exemplaires quelque part? Exemplaires, je sais pas. Moi, je suis assez européen. Je m'arrête là. Je vais pas trop outre-Atlantique. Par exemple, sur ce qui est l'hyperalcoolisation et le binge drinking, on a un programme avec la Commission européenne. Donc, on a avec plusieurs villes, Anvers, Rotterdam, Stuttgart, enfin d'autres. On s'est rendu visite les uns chez les autres pour voir les pratiques qu'on avait les uns et les autres. On s'aperçoit que on n'invente pas trop le fil. Je veux dire, quand je vous ai décrit moi, si on me donne des idées supplémentaires, on n'en a pas trouvé plus particulièrement. Alors après, les législations sont différentes suivant les pays européens, mais la législation d'effectif, c'est pas par rapport à un problème d'hyperalcoolisation, c'est pas tellement le sujet. Moi, j'ai pas de modèle particulier. Il y a des lieux où le pouvoir local est plus fort en la matière. J'ai l'impression on se préoccupe plus des problèmes locaux et que nous, des fois, avec notre système étatique, on est un peu plus loin de... je pense que c'est là qu'on peut regagner un peu de choses. Mais je n'ai pas de modèle en particulier. Ok, merci. Oui, il y a encore une question. Canadien peut-être, parce que sur la police de proximité, ils sont bons. Donc il faut avoir des chevaux, c'est ça, non? Monsieur Lozache-Meurjohn, bonjour. Avez-vous des projets d'amélioration? Il faut bien parler dans le micro, hein. Avez-vous des projets d'amélioration de la qualité de l'air? Ah, qualité de l'air, mais c'est pas dans vos compétences, non? Non, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que je suis pas. C'est ma collègue plutôt. C'est dans le secteur de la santé publique. Elle travaille avec moi sur l'alcool, sur l'hyperalcoolisation, parce que c'est un problème de santé publique. Mais non, je ne pourrais pas vous répondre. Mais je pense qu'elle pourrait mieux vous répondre. Il faudra l'inviter. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a encore... Oui, Bruno, et puis Marc. Bruno Day du Conseil de développement. Alors, c'est un peu une question conclusive. Enfin, je ne veux pas avoir la dernière question à tout prix. Vous avez mis en exergue au début de votre présentation le pouvoir de l'État et les compétences, enfin, le pouvoir et les prérogatives de l'État qui sont bien plus grandes que celles de la commune. Vous avez en fait quelque part souligné le manque de certains manques, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Alors donc dans ces changements qui arrivent, est-ce que vous attendez des améliorations importantes au niveau de la sécurité? Oui, j'en attends effectivement. Moi, je crois qu'il y en a. J'en verrai 3 aujourd'hui. Je pense qu'il nous faut tirer un bilan de l'action passée, parce que je pense qu'un bilan objectif.
vous parliez de la vidéosurveillance, moi j'aimerais qu'on puisse avoir des études objectives là-dessus, avec ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, etc., qu'on puisse avoir des études techniques réelles. On a des inspections générales, aussi bien au niveau de la police que d'administration, on a des chercheurs. Il faut refaire venir, parce qu'ils ont été éliminés, les chercheurs dans le champ de la sécurité, pour avoir un bilan aussi bien quantitatif sur tout ce qui peut être technologique et qui peut être des aides, quelle est leur part et en quoi ils sont efficaces. Il faut avoir aussi des bilans par rapport aux demandes des habitants, c'est-à-dire comment la prise en compte des habitants est faite dans les questions de sécurité. Aujourd'hui, je ne le vois pas encore poindre. Le ministre, je le trouve beaucoup en face à face avec les organisations syndicales policières, c'est bien. Enfin, il n'y a pas que les policiers qui peuvent parler de sécurité. Les gens aussi peuvent parler de sécurité. Donc je pense qu'il faut avoir un bilan quantitatif et qualitatif de l'action passée pour savoir sur quoi on bâtit. Mais il ne faut pas que ce soit un bilan sur 2 ans. Il faut aller assez vite. Moi, ce serait une de mes premières préoccupations. La deuxième, il me semble qu'un chantier, à mon avis, c'est restaurer de la confiance entre les institutions en charge de la sécurité et la population. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un déficit à ce niveau-là. Et qu'on a à regagner la confiance des habitants et de tout le monde par rapport aux institutions. Je ne veux pas dire que je me méfie, je suis un ancien policier, mais je dis qu'aujourd'hui, ces institutions-là auraient intérêt à faire un travail en lien mieux avec la population. À un moment, je parle de MAM, je parlais de MAM tout à l'heure, ils ont fait des forums avec Séguéla, ils ont dépensé je ne sais combien de millions, etc. Il y a eu un forum sécurité, donc organisé par l'État, j'étais invité, j'y étais. On était 15. Ça montre le déficit qu'il y a aujourd'hui. Donc il y a, à mon avis, cette chose-là à retravailler. Et puis la dernière, enfin, qui me tient à cœur, je pense que j'ai pu le montrer ce soir, c'est de dire quelle stratégie on veut développer en termes de sécurité aujourd'hui. Est-ce qu'on reste sur une stratégie étatique ou est-ce qu'on est sur une stratégie locale? À savoir, si on est sur une stratégie locale, ça a été dit par le professeur, par d'autres personnes, etc., quel est le local? Est-ce que c'est la commune? Est-ce que c'est l'intercommunalité? Est-ce que c'est plus? Là, je pense qu'il y a un véritable débat. Mais déjà, il y a un débat à trancher entre le national et le local. Moi, ce seraient les 3 choses que je verrais prioritairement. Tirer les leçons d'un certain nombre de choses, de textes. On a eu des textes qui sont passés. On a eu des moyens technologiques qui ont été développés, etc. Qu'est-ce que ça a donné dans la réalité? Restaurer le lien de confiance, partir sur des nouvelles bases, ou les bases anciennes, si on pense que les stratégies étatiques sont les meilleures. Donc ça serait un peu ma vue un peu sur ce que j'espère qui sera mené. Marc Moussion du Conseil de développement. Je voulais savoir s'il y avait une corrélation entre la diminution ou l'augmentation de la délinquance de rue et de l'incivilité par rapport aux zones piétonnes. C'est vrai que dans les zones piétonnes, il y a plus de piétons. Alors, une corrélation. Parce qu'on reste, de toute façon, on reste dans le centre-ville. Donc, sur la délinquance d'appropriation, j'y reviens pas. Je parlerai plus du centre-ville et puis ce qui est lié à l'alcool. Pour moi, le phénomène du centre-ville, c'est ce qui est lié à la consommation excessive d'alcool le soir et de la fête. C'est là où on a les problèmes. C'est intimement lié. 30 à 40% de la délinquance de voie publique qui est sur le centre-ville, etc., c'est lié à l'alcool. Donc moi, je crois que c'est un véritable problème. Une agression, et c'est pour ça, par rapport à la vidéosurveillance, quand vous êtes bourré, je veux dire, vous prenez un coup de couteau, vous n'allez pas vous soucier, vous en mettez une truc, s'il y a une caméra au-dessus qui vous regarde. Le problème, c'est l'alcool, c'est la consommation d'alcool, c'est l'agressivité, etc. Je signale, pour la vidéosurveillance, que dans tous les tramways, il y a des caméras. Ça n'empêche pas les incivilités, les agressions. Je le signale. Voilà. Alors, moi, je crois que c'est une vraie problématique et on a développé un certain nombre de choses, mais on jugule un peu, on le maîtrise un peu mieux que certains, mais je crois que c'est pour moi le
le phénomène qui est le plus en termes d'agression et de tous ordres, sexuels, voilà, des pulls, tout ça, c'est ce qui est le plus inquiétant. Et vous verrez, c'est pas ce qui était tellement dit. On vous parle des cambriolages, etc. Il y en a, je ne dis pas, mais moi en premier, c'est l'agression des personnes qui me préoccupe. Je ne dis pas que c'est bien le cambriolage, qu'on ne fasse pas dire ça. Alors, est-ce qu'il y a encore une dernière question ? Non. Eh bien, on va conclure notre rencontre là. Je voulais vous remercier. Je pense qu'on a un peu mieux compris ce qu'était la question de la tranquillité publique et la vision que vous en avez, qu'on voit bien que effectivement les choses sont sans doute dans ce nœud relationnel entre les outils de l'État, la police, la justice et puis le local, et sur la construction de stratégies communes et locales en quelque sorte, quoi. Voilà, merci beaucoup. Je vais terminer par une dernière question. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour la chouette qui ulule tous les soirs à côté de ma fenêtre de chambre ? C'est de la nuisance sonore. C'est saisonnier, oui. Non, c'est évidemment. Je suis d'accord. Non, mais c'était pour terminer sur une note sympathique. Merci encore à vous et bonne soirée.